Quelles montres portent les espions? Quelles sont les montres qu'utilisent la CIA, la DGSE et autres organisations top secrètes? Après avoir lu et visionné plus de 25 heures de témoignages, nous sommes arrivés à la conclusion que la collecte de renseignements et les garde-temps étaient en effet liés, mais pas toujours de la manière dont on veut nous le montrer à Hollywood. Même si parfois on se rapproche clairement d'histoires à la James Bond. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur différentes utilisations qu'ont les espions des montres de luxe en vous donnant des exemples et on découvrira les pièces de réels espions des quatre coins du monde. On finira d'ailleurs avec des montres dignes de celles modifiées par Q. Allez, c'est parti! On commence avec l'importance cruciale d'avoir tout simplement une montre précise dans le métier. Dans l'espionnage, un timing précis à la seconde près peut parfois être une question de vie ou de mort. Une montre fiable et qui donne l'heure exacte, c'est possiblement une montre qui sauve des vies. Bon, vous allez me dire, de nos jours, un espion pourrait donc choisir une Apple Watch ou autre montre connectée, synchronisée en permanence sur l'heure exacte internationale. Eh ben c'est vrai, mais il ne faut pas oublier la présence du GPS dans bon nombre de ces outils technologiques. Ce qui peut représenter évidemment un risque très important pour la sécurité d'un agent qui veut dissimuler ses allées et venues. Des montres connectées et autres bracelets de suivi d'activité ont déjà aidé à prouver des déplacements lors de procès et Business Insider a aussi publié des études de l'armée américaine démontrant qu'un ennemi correctement équipé et informé pourrait utiliser les smartwatches pour déterminer précisément où se trouvait un militaire et son unité sur le terrain. À cela se rajoute aussi les possibilités de piratage des objets connectés et donc le risque potentiel d'accéder à d'autres informations. Ces appareils peuvent donc clairement être des armes contre les espions et autres agents qui les portent, mais aussi pour leurs équipes. Les montres connectées sont donc à bannir si vous êtes espion. Mais alors, quelle montre choisir quand on est un espion? Comme on va le voir, le choix est très personnel puisque la CIA, la DGSE et autres ne produisent bien logiquement pas de montres estampillées au nom de leur organisation. En tout cas, pas pour les agents infiltrés sur le terrain. Un espion en planque arrêté par l'ennemi aurait en effet un peu de mal à justifier la présence d'une grosse montre DGSE à son poignet. On passe d'abord par l'Amérique avec un membre de la CIA qui s'est exprimé sur le site passionnant Watches of Espionage en donnant son avis sur les caractéristiques principales que doivent avoir les montres des espions d'après lui. Pour lui, une bonne montre de terrain pour un espion moderne doit être fiable, rapidement lisible en toutes circonstances, notamment de nuit grâce à un éclairage LED ou à une matière luminescente efficace, robuste et résistante aux éléments. En plus de ça, il ajoute qu'une montre d'espion ne doit pas trop attirer l'attention et doit donc être portable par monsieur tout le monde, pour éviter d'être la cible de voleurs et pour limiter les signes reconnaissables sur le terrain, sauf dans le cas évidemment où une montre tape à l'œil correspondrait à la couverture de l'espion en question. Dans les montres qu'il conseille et qu'il dit avoir vu au poignet de jeunes recrues, il parle de Seiko 5, Alpinist et autres prospects, mais aussi d'Orient, de Citizen, de Tissot, de Bulova, de Walbrook et de Laco, autrement dit des montres que l'on pourrait très bien croiser au poignet de n'importe qui. De nombreuses pièces de chez Panerai remplissent aussi ces caractéristiques et il semble que cette marque fasse bel et bien partie des montres que l'on retrouve régulièrement chez les espions et autres militaires. Un autre ancien espion de la CIA a expliqué à Hodinkee se souvenir de sa Luminor Marina 8 Days Titanium PAM 564, une montre automatique sobre, légère, robuste et étanche à 30 ATM, mesurant 44 mm de diamètre quand même et offrant 8 jours de réserve de marche, le tout avoisinant les 5000 € sur le marché. Lors d'une vente Sotheby's en 2019, on retrouvait aussi une Radiomir référence 3646 Militari, une montre de 1943 en acier qui fut développée en collaboration avec Rolex pour les plongeurs de la marine royale italienne. Son cadran sandwich à la plaque inférieure peinte au radium assure une bonne lisibilité sur terre comme sous l'eau. Rolex a fourni le calibre 618 qui a servi de base pour la montre et a aidé à améliorer l'étanchéité grâce à leur système Oyster. Celle-ci aurait appartenu à un agent anglais, interprète allemand-anglais, pendant les tribunaux sur les crimes de guerre après la Seconde Guerre mondiale. Ces pièces sont parfaites pour celles et ceux qui ont besoin de montres techniques, ultra robustes et efficaces, mais Panerai ne semble pas être la marque la plus portée par les espions et autres agents de terrain. D'après un troisième ancien membre de la CIA, qui est lui le créateur du média Watches of Espionage, la CIA est une organisation tentaculaire au sein de laquelle on retrouve des sortes de tribus non officielles. La montre que porte un agent peut donc donner un indice clair sur la tribu à laquelle il appartient en interne. Pour donner des exemples, il évoque à nouveau les Panerai pour les officiers paramilitaires barbus qui porteraient aussi souvent des Brémont ou des Sanguine Instruments, des pièces qui rappellent leurs expériences de terrain, leurs besoins de montres robustes et racées, en cohérence avec leur personnalité et leurs activités. D'autres officiers ayant plutôt l'habitude de porter des costumes au travail, que ce soit au bureau de la CIA ou dans des missions de terrain en Europe et ailleurs, opteraient plutôt pour des Jaeger-LeCoultre, notamment des versions de la célébrissime Reverso ou certains modèles d'IWC, appuyant donc sur la précision et la relative discrétion, tout en gardant une part de noblesse, de savoir-faire, de raffinement
raffinement et de bon goût. Il continue dans ses exemples en parlant des officiers servant en Afrique ou au Moyen-Orient, en expliquant que ces derniers auraient plutôt tendance à choisir des Breitling ou des Rolex, au cadran arborant même parfois le blason d'un des pays dans lesquels ils auraient servi. Ces montres seraient choisies en partie pour leur robustesse, leur fiabilité et leur polyvalence, mais aussi pour leur image de valeur. Il explique qu'en plus de leurs diverses utilités sur le terrain, point sur lequel nous allons revenir juste après, les montres sont aussi très souvent des symboles de missions réussies. Les agents en déplacement dans des zones de conflit sont souvent bien mieux rémunérés que lorsqu'ils travaillent dans un bureau aux États-Unis, et beaucoup d'officiers de retour de mission plus ou moins longues, par exemple en Irak, en Afghanistan ou autre, s'offrent une montre avec une partie de leur prime de risque, comme pour marquer une période importante de leur vie personnelle et professionnelle. Pour ces souvenirs lourds de symboles, on retrouve très souvent des Rolex Submariner et des Omega Seamaster, des montres emblématiques, ultra fiables, résistantes, passe-partout et qui gardent une aura de montre de terrain par excellence. Mais est-ce que ce serait pas aussi un clin d'œil à l'espion le plus célèbre de la planète? Je m'appelle Bond. À la même vente Sotheby's dont on parlait un peu plus tôt, on a d'ailleurs retrouvé une Omega Seamaster Planet Ocean, référence 2200-5200, ayant appartenu à un membre du SAS, une unité des forces spéciales de l'armée britannique, accessoirement considérée comme l'une des organisations militaires les plus respectées au monde. Son boîtier en acier inoxydable de 45,5 mm est conçu pour résister aux environnements les plus hostiles, que ce soit dans les airs ou sous la mer, grâce à sa valve d'échappement d'hélium et à ses propriétés antimagnétiques. Cette pièce en particulier fut réservée au SAS, comme le prouve l'inscription Always a little further, comprenez toujours un peu plus loin, sur la tranche du boîtier. Cette citation est tirée d'un poème que les membres du 22e régiment sont poussés à apprendre et à retenir partiellement pendant le processus de sélection. Le fond de la boîte est lui gravé du poignard ailé, emblème du SAS et de leur devise Who dares wins, qui ose gagne. On y retrouve également l'identifiant du propriétaire membre des SAS. Chez les espions, on laisse pas de traces, mais chez les militaires, on aime montrer son appartenance. On le voit aussi par exemple sur cette Rolex Explorer 2 2665-70 au cadran blanc vendu à la même vente. La plupart des Rolex Explorer 2 du SAS connus ont un cadran noir, mais il y a aussi des exceptions. Cette fois, la devise du SAS est gravée sur la tranche, mais l'emblème reste sur le fond de boîte avec les initiales du soldat qui la possédait et le numéro de série. Le créateur de Watches of Espionage rajoute qu'au poignet des employés de la CIA, on retrouve une multitude de marques de montres différentes, chacune étant choisie pour une raison particulière propre au porteur. Sur son compte Instagram, on découvre donc des Tudor, des IWC, des Timex, des Casio et bien d'autres choses encore. Dans sa collection, il explique que celles qu'il a le plus portées pendant ses années d'espionnage sont une IWC Mark 17, une Rolex GMT Master 2 16710 et une Breitling Aerospace. Bon, pour résumer un peu toutes ces montres à la CIA, il s'exprime en disant que cette variété de montres, comme une galerie de portraits, témoigne de la diversité et de la complexité du monde de l'espionnage, où chaque détail compte et chaque choix a un sens. Toujours dans une logique de reconnaissance, cet ancien espion explique aussi qu'une vraie belle montre envoie pour lui un message positif de fiabilité, de confiance et d'attention aux détails, compréhensible par toutes et tous, de Genève à Johannesburg, en passant par Mexico, Casablanca, Moscou ou Pékin. D'ailleurs, une connaissance du monde de l'horlogerie est un véritable atout pour les espions. Connaître au moins ces classiques en la matière peut permettre d'analyser la psychologie des porteurs des montres lors d'une réception, de lancer une discussion avec un porteur de Nautilus dans un ascenseur ou autre. Autre point incroyable, une montre de luxe, ça coûte cher. C'est fou, non? Bon, c'est parfois un problème dans certaines villes et certaines régions, mais ça peut vite devenir une caractéristique extrêmement importante pour les espions. Un petit lingot d'or ou une enveloppe avec 10 000 € en petite coupure, ça prend de la place, ça peut être gênant à l'aéroport, ça s'oublie à la plage, bref, c'est pas hyper pratique. Alors qu'une Rolex GMT Master, ça se cache sous une manche, ça reste au poignet H24 s'il le faut, et c'est reconnaissable par beaucoup de monde partout sur la planète, comme on l'a évoqué. Certes, ça reste un signe extérieur de richesse, il est difficile de porter une MB&F si on incarne un ouvrier ou un policier, même si on le présente comme un passionné de belle mécanique, mais pour les très nombreux cas dans lesquels les espions doivent infiltrer les cercles de la haute société, d'un gouvernement ou autre, une GMT Master, une Datejust, voire une Patek Nautilus peut passer plus ou moins inaperçue. Et dans le cas d'une situation de crise qui implique par exemple un besoin urgent de transport, de logement discret, de cachette ou autre, une belle montre peut parfaitement servir de moyen de paiement. Le créateur de Watches of Espionage, encore lui, explique dans un de ses articles que parfois, une ou plusieurs montres en or faisaient même partie des kits de survie d'espions pour des missions particulières. Par exemple, le pilote d'avion Gary Powers s'était vu remettre un kit d'évasion qui renfermait, en plus de cartes secrètes, de boussoles et autres, 4 montres en or ayant pour but de servir de moyen de paiement pour rejoindre la frontière en cas de crash ou autre problème. Bon, malheureusement pour lui, son avion fut abattu pendant une mission de reconnaissance dans l'espace aérien soviétique et il fut arrêté immédiatement après le crash, ne lui laissant donc pas le temps de payer qui que ce soit avec ses montres. Elles ont par contre dû faire des heureux dans les rangs de l'armée soviétique. L'ex-agent raconte aussi que le reste du temps, même si la montre ne faisait pas partie de l'uniforme de mission, beaucoup d'espions décidaient d'investir dans une pièce haut de gamme en sachant qu'elle pourrait servir de monnaie d'échange à un moment ou à un autre. Proposer une Reverso en or à un pêcheur
pour se faire exfiltrer d'une zone dangereuse dans un camion caché sous des poissons à la fraîcheur douteuse peut paraître insensé, mais ça peut aussi être une décision qui sauve une ou plusieurs vies. En restant dans cette logique d'échange et de paiement un peu déguisée, il est aussi important d'évoquer la place de la montre dans les relations avec différents interlocuteurs dans le monde de l'espionnage. Que ce soit pour remercier un indique, pour montrer son appréciation à un chef de police local, pour demander à une femme de ménage de laisser traîner ses oreilles lors d'un rendez-vous au sommet, ou d'autres exemples, une montre plus ou moins discrète et plus ou moins chère peut accélérer les négociations et ouvrir des portes difficiles d'accès. Lorsque l'on veut pousser un local à trahir son pays par exemple, il faut aussi trouver des moyens de le motiver. Les espions cherchent souvent des personnes intelligentes, sous-payées pour leur travail acharné et en manque de reconnaissance. Inscrite dans un processus long et complexe, une montre de luxe peut devenir le cadeau idéal pour convaincre un agent de police, un comptable, un notaire ou autre de devenir une source d'information et de commencer à travailler pour l'autre camp. Ces objets de valeur étant largement reconnus dans le monde, il s'agit d'un cadeau prestigieux qui a de grandes chances de plaire et qui prouve un réel intérêt pour la personne qui le reçoit. En plus, c'est un cadeau qui dure dans le temps et qui se porte au quotidien, rappelant au porteur son lien avec le généreux donateur en permanence. D'un point de vue pratique comme plus un peu psychologique, la montre participe donc à la création d'une relation durable et forte. Comme on l'a évoqué, une montre ne doit pas attirer l'attention sur son porteur et ça vaut aussi pour les alliés qui les reçoivent en cadeau. L'espion et sa source peuvent donc travailler ensemble sur une histoire qui expliquerait la provenance de cette pièce en cas de question. Un héritage, un cadeau de mariage ou ce genre de trucs font souvent l'affaire. Quand ce n'est pas pour un indique ou une source d'information avec qui on crée une relation de confiance, des montres sont aussi offertes par des espions et des gouvernements à des personnalités pour faciliter des relations, pour avoir accès à des informations ou autres. Par exemple, en 1943, l'organisme qui deviendra plus tard la CIA a offert une Patek Philippe 658 au Dalai Lama, au nom du président américain de l'époque, Franklin Delano Roosevelt. Selon les rumeurs, ce présent visait à gagner le soutien du Dalai Lama pour la construction d'une route qui traversait le Tibet menant à la Chine afin d'aider cette dernière dans sa lutte contre les Japonais. Robert H. Henson, agent spécial du FBI devenu espion russe, a lui reçu au moins 2 Rolex de ses gestionnaires russes comme forme de paiement. Autre exemple, Fidel Castro, le président cubain, aurait offert 2 Rolex lui aussi à Che Guevara, révolutionnaire socialiste argentin, dont une Rolex GMT Master 1675 qui a été récupérée par un officier paramilitaire de la CIA après la mort de Guevara en octobre 1967 en Bolivie. Bon, pour revenir au créateur de Watches of Espionnage, il a aussi expliqué avoir reçu la mission d'aller acheter une montre avec 20 000 $ en cash chez un AD, un de ses premiers jours en poste à la CIA. Cette montre devait être offerte par le directeur de la CIA à un chef des renseignements d'un pays du Moyen-Orient en visite. Pas de marque précise dans l'article, mais il semble que Rolex reste une marque de choix pour les cadeaux lourds de sens. Bon, à part ça, on sait que certains points de la vie de James Bond sont basés sur des faits réels, notamment les styles de réception, la vie aux côtés de hauts dignitaires, les costumes cravates, les dîners et déjeuners mondains, etc. Il semble donc bien que Ian Fleming, écrivain et ancien espion lui-même, il était officier du renseignement naval britannique, se soit bien inspiré de vraies histoires pour son personnage emblématique. Mais est-ce que c'est la même chose pour les montres? Bon, pour commencer, si vous voulez en savoir plus sur les montres de l'espion le plus connu du globe, on a une vidéo entière sur tous ses garde-temps, depuis ses débuts jusqu'au dernier opus. On vous met donc le lien en description. Mais revenons à la vraie vie et aux exemples qui font penser à ce bon vieux James et à son martini au shaker, pas à la cuillère. On a par exemple le cas de cette Seiko à affichage LCD qui fut modifiée par la CIA dans les années 70 pour y cacher un tout petit appareil photo, spécialement pour permettre à un agent infiltré au KGB de photographier des documents secrets. L'appareil a dû être fait pour être le plus discret possible visuellement, mais également plus silencieux que jamais pour pouvoir être utilisé dans la même pièce que d'autres individus sans attirer l'attention. Au quotidien, il s'agissait d'une montre classique jusqu'à ce que l'on fasse pivoter le cadran de 180 degrés pour découvrir un petit objectif à 6 heures. Pour prendre une photo, le bouton était lui dissimulé à 4 heures. L'appareil photo pouvait capturer 100 images en haute résolution sans besoin d'autofocus et pouvait efficacement prendre des photos de documents de taille standard lorsqu'il était tenu à environ 28 cm d'un bureau, ce qui correspond à peu près à la longueur du coude à la main chez un homme adulte moyen. La référence exacte qui a servi de base pour cette modification est inconnue et plusieurs Seiko de l'époque auraient pu correspondre, dont la 0114-0010 Quartz LC de 1975 par exemple. Dans tous les cas, il s'agissait très certainement d'une montre achetée en Union soviétique et envoyée à la CIA pour y appliquer les modifications, avant d'être renvoyée à l'agent infiltré pour ne pas prendre le risque de faire porter une montre indisponible en Union soviétique à la taupe au KGB. Subtilité qui aurait pu le faire tomber évidemment. Un exemple très concret de l'expression « le diable est dans les détails ». En 1977, dans le James Bond L'espion qui m'aimait, on a pu découvrir une Seiko 0764 LC équipée d'une mini imprimante permettant au MI6 de communiquer avec l'espion. Alors d'après vous, est-ce que c'est Hollywood qui s'est inspiré de la réalité ou l'inverse? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Une des grosses différences que l'on notera par rapport aux films d'espionnage, c'est le fait que des pièces comme celle-ci soient conçues sur mesure pour répondre aux besoins d'une mission en particulier. Elles ne sont pas offertes aux espions au cas
cas où, comme on a l'habitude de le voir à l'écran. Autre exemple de vrai monde d'espions, en 1977, Martha Peterson, officier de la CIA, fut arrêtée par le KGB à Moscou alors qu'elle tentait de collecter des informations auprès d'un agent russe. Son superviseur, en arrivant à la prison dans laquelle elle était retenue pour faciliter sa libération, portait, d'après des informations sur la mission, une montre contenant un microphone secret. Cette montre était probablement une version de la Protona fabriquée en Allemagne par Minifone durant la guerre froide. De nos jours, le besoin de modifier des montres pour y intégrer des caméras ou des microphones secrets est devenu plus rare, notamment depuis le développement fulgurant des objets connectés. Dans les exemples un peu plus basiques, on a pu lire des cas de montres avec des compartiments secrets permettant de dissimuler une carte SD, un poison, un antidote ou autre. Les montres de terrain étaient probablement un peu plus discrètes que cette Trifoglio Vault, mais ça reste une option fun si vous voulez jouer à l'espion en herbe. On trouve aussi d'ailleurs des montres espions avec des caméras intégrées, notamment des smartwatches relativement bas de gamme, mais ce sont clairement plus des gadgets que des outils de travail ou des montres dignes de réel intérêt d'après nous. Bon, maintenant on connaît les montres de James Bond et celles des vrais espions, mais qu'en est-il de celles de Jason Bourne, de Aaron Cross, de Eggsy et des autres membres de Kingsman, des mecs des bureaux des légendes et autres? Dites-nous en commentaire si vous voulez une vidéo sur la question, et en attendant, je vous dis à tout de suite sur une des deux vidéos qui s'affichent. Allez, ciao les calibrés.